Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau voyage virtuel. Alors c'est le troisième qu'on fait. Je ne vous cache pas que j'espère que ça va être le dernier en virtuel, que les prochains on va pouvoir les faire en présentiel. Mais du coup, on continue nos voyages. Alors je vous ai déjà emmené 2 fois aux États-Unis. On a fait le premier où on a découvert les Mighty Five de l'Utah. On est parti ensuite faire une petite découverte musicale du côté de Memphis et Mississippi. Aujourd'hui, on va partir de l'autre côté et on va même changer de pays. On va partir sur le Canada. Le voyage que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage un petit peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un circuit à proprement dit comme on a fait sur les 2 autres. On va vraiment partir à la découverte du tourisme autochtone. Vous allez voir, c'est un tourisme qui est peu connu chez nous, qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis et au Canada. Et c'est un tourisme que moi j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années, comme je vous le racontais dans une précédente vidéo que j'ai mise sur Facebook. C'est un tourisme que j'ai vraiment eu la chance de découvrir, notamment du côté de Québec. Le premier que j'ai fait, c'est une rencontre au début sur Québec, à Wendake, qui est à une dizaine de minutes du centre-ville de Québec. D'où j'ai mon ami aujourd'hui qui est avec moi, Jason, qui est en direct du Québec. Donc, il est tôt pour lui, il vient de prendre son café. Ça se pourrait même qu'il en prenne un deuxième pour être sûr. Je vais attendre après la présentation. Voilà, alors pour cette présentation, ça a marché comme pour les autres. Donc, je vous demanderai juste de couper les micros et les caméras pour être sûr qu'on n'ait pas trop de problèmes avec la bande passante, ok, que ce soit assez fluide. Pour ceux qui auraient des problèmes de connexion, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Donc je retravaillerai après la vidéo pour que je puisse faire un replay et je vous enverrai, je posterai les replays, comme ça vous aurez le récapitulatif au cas où vous n'aurez pas eu l'occasion de nous suivre ou avec des difficultés de nous suivre. Donc ne vous tracassez pas, tout ça est pris en charge. Alors, petite chose aussi, si vous avez des questions, on va utiliser la barre de chat. Alors, pour ceux qui ont déjà fait les précédents voyages, vous verrez que cette fois-ci, j'ai choisi de faire avec Teams. J'ai voulu essayer. Comme je disais tout à l'heure, d'habitude, les 2 autres, on les a fait avec Zoom. Ici, je les fais avec Teams pour voir un petit peu celui qui plaît le mieux, celui qui vous plaît le mieux, celui où on aura le plus facile de discuter et même pour vous de suivre et vous connecter. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos feedbacks après la présentation. Et même pendant, s'il y a un truc ou l'autre, n'hésitez pas. Alors, on va tout de suite commencer, voir d'abord si tout le monde m'entend. On va faire le test du son. Si tout le monde m'entend, n'hésitez pas dans la barre de chat à me dire si tout le monde m'entend. S'il n'y a pas trop d'interférences. Ok, je vois qu'on m'entend, c'est bon. Oui, parce que je parle d'interférence, en fait j'ai mis le ventile sur moi. Il fait tellement chaud ici en Belgique. Jason, on en parlait tout à l'heure. Mais ici il fait chaud. On a du soleil et il fait lourd, tu vois. Donc du coup, je suis dans le bureau, prêt avec le ventilateur. Donc voilà, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, mais apparemment ça a l'air d'aller. Alors Benjamin nous dit qu'on entend, mais l'image est figée. En principe, tu ne devrais voir que moi qui bouge. Et le reste va s'animer au fur et à mesure de la présentation. Hein. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème. Tout est bon pour Delphine, eh bien c'est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez découvert la partie chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans la partie chat, on y répondra avec plaisir. On va axer cette visite en 2 points. La première, on va partir sur l'est du Canada, avec toute la partie francophone et même du côté de l'Ontario. On aura quelque chose, deux, trois petits trucs pour vous.
Après la partie Est, on fera une petite séance questions-réponses. Donc, si vous avez des questions si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas, on y répondra déjà. Et puis, on passera sur la partie Ouest. Même chose, à la fin, petite questions-réponses. Donc, la même chose, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Jason et moi, on est là pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Alors, pour faire une petite introduction, on peut peut-être mettre la suivante, si tu veux, Jason. Voilà. Donc, nous serons tous les deux. Donc, Jason, comme je vous le disais, c'est un Huron-Wendat. Il vous parlera un petit peu plus de lui tout à l'heure. C'est un autochtone du Canada. Vous allez pouvoir voir, c'est le tourisme autochtone. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tourisme qui est peu connu chez nous et qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Notamment quand vous allez au Canada, on n'y pense pas souvent. On sait que le Canada, ce sont des grandes étendues, des forêts, des parcs nationaux, avec des gens vraiment accueillants, sympathiques. Mais on pense peu au tourisme autochtone. Le tourisme autochtone s'est développé il y a quelques années et prend de plus en plus d'ampleur. Et vous avez des endroits vraiment sympas. Vous allez découvrir ici avec Jason. Moi, pour l'instant, un de mes préférés, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire l'Ouest, mais avec tout ce que Jason va nous présenter, vous allez voir, moi j'ai vraiment envie d'y aller. Dans la partie Est, vous avez l'hôtel des Premières Nations, qui est vraiment, pour moi, un endroit vraiment superbe. Vous avez l'occasion de faire pas mal de choses, avec notamment cette fameuse découverte des contes et légendes, qui est pour moi vraiment quelque chose à faire. Et pas loin de là, vous avez aussi le site traditionnel de Noix, qui est à découvrir aussi. Moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui avec mon ami Jason, qui est un véritable autochtone du Québec et du Canada, qui va nous partager sa passion et son amour pour le tourisme autochtone. La petite chose avant qu'on commence par une petite présentation de Jason, je voudrais qu'on fasse le point sur ce qui est des voyages pour le Canada actuellement. On voit beaucoup de choses dans les médias, on entend beaucoup de choses. Malheureusement, il y a pas mal d'infos qui sont assez contradictoires. Il faut savoir que actuellement, voyager au Canada, les frontières sont toujours fermées. Frontières américaines également. J'ai d'ailleurs lu ce matin que même les frontières entre le Canada et les États-Unis étaient repoussées jusqu'au 21 juillet. Donc pour le moment, on ne peut pas encore y aller. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à penser à la fin d'année. L'hiver au Canada et au Québec, c'est une expérience vraiment assez incroyable. On peut faire pas mal d'activités. Ça, je vous recommande vraiment. Et alors, on peut déjà commencer à penser à l'été 2022 et commencer à créer ces itinéraires et ces déplacements pour une découverte du Canada déjà pour l'été 2022. Voilà. Donc, pour le moment, les frontières ne sont pas encore ouvertes. Pour moi, je ne suis vraiment... Au vu de la manière dont ça se passe, je ne suis même pas sûr que juillet, août, ça réouvre. J'aurais plus tendance à dire mois de septembre. Mais maintenant, voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. Tout peut changer, vous savez comment ça fonctionne. D'un Codeco à l'autre, les infos évoluent. Donc, ne sait-on jamais. De toute façon, je continue à suivre les informations pour vous et dès que j'ai plus d'infos sur la réouverture, je posterai de toute façon sur mon site et sur ma page Facebook. Bon, ben maintenant, écoute, on va entamer avec une petite présentation, hein, Jason. Parle-nous un petit peu de nous, tourisme autochtone, fais-nous rêver, on est parti. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'intro, Gérald. Comme vous avez entendu, mon nom est Jason Picard. Je suis membre de la nation Huron-Wendat. Au risque d'en décevoir quelques-uns, comme vous voyez, malheureusement, je ne vis pas dans un tipi. Je possède un iPhone. Je vous parle à travers une plateforme virtuelle. Donc, évidemment, la réalité des Premières Nations a changé, a évolué au Canada. Cela n'empêche pas que nous sommes encore très près de nos traditions et que ça nous fait plaisir de le partager avec le visiteur et qu'en fait, vous devenez aussi un outil de réappropriation culturelle, je dirais, pour les Premières Nations au Canada. On va le voir un petit peu plus tard. Et voilà, comme petite correction sur ce que Gérald a dit, on va plutôt faire l'inverse. Nous allons partir de l'ouest du Canada pour se rendre vers l'est.
Et on va faire une petite pause là, entre l'Ouest et l'Est pour poser des questions. N'hésitez pas là, à me poser des questions dans le chat. Je viens de terminer mon premier café. Il est 9h15 ici, donc c'est pas très tôt. Ceci dit, comme j'ai expliqué à Gérald, à l'instar de vos Diables Rouges, notre club de hockey ici fait très très bien en série éliminatoire. Donc nous avons gagné un match extrêmement important hier soir contre Las Vegas. Donc la soirée s'est terminée un petit peu tard, mais bon, ça va. Je suis bien content d'être avec vous ce matin ou cet après-midi pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter une vidéo qui fait un peu le tour de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez découvrir à travers le pays en termes d'expériences touristiques autochtones. It's all about sacredness, it's all about paradise, it's all about coming together as one and sharing what you know. We want people to see our culture. We want people to understand who we are. From coast to coast, there's so many different Indigenous people, and they really have their own stories to tell. There's so many different elements that draw you to Indigenous tourism. It's a culture that more people need to know. Now is the time to celebrate our connection to this beautiful, vast country. It's pretty incredible. It's like the real, true Canadian experience. I consider myself a protector of this area. We as First Nations people, have that connection with all wildlife. We're from this land. We're not just a company bringing guests out into our territory. It's deeper for us. We're going after orcas and humpback whales, sea lions, grizzly bears, black bears, wolves. This is the ultimate Canadian safari. Traveling by canoe, I mean, there's no better symbol of responsible ecotourism. It's a vehicle of getting around, but it's much more than that. You are connecting with the land, the people that you're traveling with. You get to experience things that you would not experience anywhere else. When you're shooting archery, to me it's more than a sport, it's almost an art. It really teaches us to be present, and that's a hard thing nowadays. It's a good way to get everybody involved and learn a little bit about the Indigenous people and our ancestors and how we become one with Mother Earth. If you want to learn anything about a people, you have to learn their food. True traditional native cuisine is just eating off the land. To me, this is Indigenous. It's like I'm honoring my grandmother, like how she cooked. I want the guests to see how the food's prepared firsthand. Experiences like this are very unique and the most genuine. There's just like, I put so much good energy into it, and I just want the world to see it. I think quite often with Indigenous culture in general, people lump us into one big group. But there's so much variety and so many wonderful flavors from the land and from the sea that we bring to the table. I think it's a small but significant food movement. I made Montreal history. I'm the only Indigenous restaurant owner in the island of Montreal. And you know what? It took an Indigenous woman to make it happen. And I'm very proud. More and more people are looking to experience culture in all its forms. There's so many beautiful parts, the beading, the singing, the dancing, the stories, the legends, the language itself. There's so much a person can learn. I can talk to you about ceremonies, I can talk to you about the powwows and meditation, vision quests, and so much, For a long time, the government had outlawed the practice of Indigenous culture, Indigenous language. When we talk about reconciliation in Canada, Indigenous tourism opens up a platform to bridge that gap together. I kind of look at it as a responsibility now. Instead of like starting a business just for the sake of starting a business. It's my responsibility to create space for other Indigenous people. This is really emotional. It's allowing us to build confidence. It's allowing us to get out into our territories. It's allowing us to find who we are again. Indigenous tourism is about bringing that culture not only to the rest of Canada, but to the rest of the world.
Voilà, donc en fait, au Canada, faut savoir que quand on parle des Autochtones, nous sommes 3 grands groupes distincts. Nous sommes d'abord les Inuits dans le nord. Les Métis, c'est issu d'un mix, en fait, entre les colons français, les colons écossais et les Premières Nations. Et les Premières Nations. Et nous représentons 634 nations distinctes à travers le pays. Donc, c'est important de s'en rappeler parce que souvent, on dit « Ah, je veux faire une activité autochtone lors de mon voyage au Canada. » Mais si vous faites une activité autochtone sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, puis vous vous déplacez, par exemple, au centre de l'Alberta, les 2 cultures sont complètement différentes, les 2 connaissances du territoire sont complètement différentes. Donc, ça vaut le coup parfois d'ajouter 1 ou 2 ou 3 activités autochtones lors de votre circuit au Canada pour vraiment comprendre les réalités, en fait, de tous ces groupes autochtones à travers le pays. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi un autochtone en 2021? C'est plus que de vivre dans une maison et de posséder un iPhone. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes une population de 1,4 million de personnes à travers le pays. En fait, les Autochtones et pourquoi le tourisme autochtone est important en particulier, c'est qu'il faut savoir que le Canada a aussi un passé sombre. On pense souvent au Canada comme les grands espaces, un peuple très pacifique qui justement a joué des rôles de paix dans les grandes guerres, mais aussi le Canada a son passé sombre et de 1876 jusqu'à 1994, il y a eu au Canada ce qu'on appelle les pensionnats indiens, donc où les enfants autochtones étaient arrachés de leur famille de l'âge de 5 ans jusqu'à la majorité, soit l'âge de 18 ans, pour aller dans des pensionnats gérés par les communautés catholiques. Dans ces endroits, les enfants étaient interdits de pratiquer leur langue, interdits de pratiquer leur tradition, interdits de pratiquer quoi que ce soit qui soit en lien avec les Premières Nations et évidemment aussi avec tous les sévices corporels et malheureusement sexuels qui en sont découlés de ces communautés catholiques. Ça a fait en sorte que, à travers le temps, les Premières Nations ont malheureusement perdu une partie de leur culture et aujourd'hui, on travaille très, très fort pour la ramener. Parce que cette culture-là, c'est une culture qui est riche, c'est une culture qui a joué un rôle crucial, je dirais, dans les fondements du Canada. Et aujourd'hui, on a envie de la partager parce que pendant tellement longtemps, le Canada, et là, je traduis au mot à mot la loi, donc comme elle était écrite en 1876, la mission était de blanchir le sauvage. Aujourd'hui, on veut justement célébrer cette diversité et célébrer qui nous sommes et ce que nous représentons. Donc, nous, en tant qu'association touristique, notre mission, c'est de fournir le leadership dans le développement et la promotion des expériences touristiques autochtones authentiques via des partenariats innovateurs, comme par exemple en partenariat avec Gérald en Voyage. Notre mission, notre vision, je dirais, c'est une économie touristique autochtone prospère, partageant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes. Donc là, je vais vous présenter les leaders de notre industrie touristique autochtone à travers le pays. Je vais en présenter environ là, une vingtaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plus de 200 expériences touristiques à travers le pays. Si vous allez sur notre site web destinationautochtone.ca, donc je répète, destinationautochtone.ca, vous avez une carte interactive dans laquelle vous pouvez voir, selon le circuit que vous planifiez, les expériences, les produits, les activités qui sont disponibles dans les régions. Donc, sans plus tarder, en Colombie-Britannique, donc dans la région de Vancouver, à 30 minutes de voiture du centre-ville de Vancouver, nous avons une expérience qui s'appelle Takaya Tour, qui appartient à la nation Tsleil-Waututh.
Donc, cette nation, en fait, dans l'Ouest canadien, ils sont reconnus énormément pour l'art autochtone. Donc, c'est un art qui a été, je dirais, commercialisé à travers le monde. Et lors de cette activité, c'est une activité de canot qui peut durer, dépendamment des besoins, de 2 heures à 2 jours, où on part en fait en excursion avec un guide autochtone qui va nous conter en fait sa culture d'abord, la culture de ce qu'on appelle les Salish de la côte, donc tous les peuples qui vivaient sur la côte du Pacifique, et ensuite qui va raconter je dirais la connexion entre les Premières Nations et la faune qui est extrêmement présente et visible dans cette région. Donc, que ce soit les grizzlies, les ours noirs, les épaulards, les aigles à tête blanche. Donc, ce sont quelques animaux, les saumons aussi que vous pouvez voir remonter. Donc, voici quelques animaux que vous pouvez découvrir lors de votre expérience avec Takaya Tour, en plus d'avoir les chants, les danses, les langues autochtones tout au long de votre visite. Ensuite, une autre expérience qui est plutôt populaire, elle se situe sur l'île de Vancouver. Donc, l'île de Vancouver, vous avez la côte Pacifique. Sur le bord de la côte Pacifique, vous avez Vancouver. Et de l'autre côté de la côte, vous avez une grande île qui s'appelle l'île de Vancouver. Et dans le nord de l'île, vous avez Allard Bay. Moi, je suggère fortement, si vous planifiez un voyage dans l'ouest, de visiter le nord de l'île de Vancouver. Pourquoi? Parce que c'est loin des sentiers battus. Vous êtes loin de de la crowd touristique pour vraiment vivre une aventure plus sauvage hors des sentiers battus. Donc, Seawolf Adventure, c'est une expérience de bateau. En fait, on part en petite excursion de bateau, soit en espèce de zodiac, et ils ont des visites variant de 4 heures à 10 heures de temps, dans lequel on fait l'observation de la faune le long des côtes. Donc, nous avons l'observation évidemment du grizzly et des épaulards. Et ensuite, on part à l'aventure dans la forêt pluviale avec les fameux arbres géants que vous avez peut-être déjà vus lorsqu'on parle du Canada, ces pins Douglas immenses que l'on peut observer. Et tout au long de la visite, en fait, vous êtes avec des guides de la nation Kwampkwap qui vont raconter vraiment le lien entre l'île de Vancouver et cette nation qui jadis était un peuple que l'on retrouvait à la grandeur de l'île. Donc, encore une fois, combinaison d'observation de la faune, de culture autochtone, vraiment toujours une expérience enrichissante. Et si vous êtes dans la même région, pour y séjourner, en fait, dans le nord de l'île de Vancouver, je vous suggère l'hôtel Qualila. Donc, l'hôtel Qualila est situé à Port Hardy, donc petite ville portuaire sur le nord de l'île de Vancouver, hôtel de 45 chambres avec une gastronomie inspirée des Premières Nations. Et c'est vraiment une espèce de resort, je dirais, qu'on peut retrouver sur un resort très nature qu'on peut retrouver sur le nord de l'île. Donc, sur place, vous pouvez réserver des activités culturelles autochtones, que ce soit des démonstrations de danse et de chant, que ce soit encore une fois, des randonnées pédestres ou des randonnées de bateau. Et ils ont aussi une activité qui est très populaire, qui est, en fait, l'hôtel Qualila possède une ferme d'huîtres. Donc, vous pouvez partir avec les guides en bateau et aller cueillir vos propres huîtres, puis revenir à l'hôtel où les cuisiniers vont vous cuisiner les huîtres du Pacifique. Maintenant, je nous dirige un peu plus vers les terres de la Colombie-Britannique. Donc, vers l'est de la Colombie-Britannique, dans la région de la vallée d'Okanagan, qui est en fait le seul endroit où on peut retrouver un désert au Canada. Et oui, croyez-moi, peut-être vous ne le savez pas, mais nous avons un désert dans le sud-est de la Colombie-Britannique.
Sur place aussi, nous avons les deux grandes villes qui sont soit Kamloops et Kelowna, où on peut faire une activité avec Moccasin Trail. Donc, Moccasin Trail, c'est à la fois des visites en canoë, où on apprend les cérémonies autochtones, où on apprend la langue traditionnelle, où on part justement à l'aventure dans la vallée de l'Okanagan, où on va découvrir les vignobles. Les Premières Nations là-bas ont développé des vignobles et vous serez extrêmement surpris de voir la qualité du vin de l'ouest de la Colombie-Britannique. Si vous allez dans l'est, je vous suggère peut-être moins le vin rouge, mais dans l'ouest canadien, je vous le suggère allègrement. Et voilà, donc Moccasin Trail, qui est toujours une expérience, un produit qu'on peut apprécier avec des guides qui connaissent cette région comme le fond de leur poche. Maintenant, je nous dirige beaucoup plus au nord, donc dans la région du Yukon. Le Yukon qui est, je dirais, le paradis de la vie sauvage canadienne. Nous avons une compagnie autochtone là-bas de la nation Kluane qui s'appelle Who, What, Where Tours, qui est en fait un petit organisateur de voyage sur place parce que, lorsqu'on arrive au Yukon, lorsqu'on arrive à Whitehorse, ça reste une ville là, de plus ou moins 40 000 habitants, mais autour, c'est que la nature sauvage. Donc, je vous suggère fortement de travailler avec une compagnie qui connaît la région, qui peut vous organiser les aventures, qui peut vous organiser des excursions, qui peut vous organiser des observations de la faune et de la flore du Yukon. Donc, Who, What, Where Tours offre tous ces produits et toujours, en fait, avec la perspective de la nation Kluane, qui vont justement vous faire visiter les communautés autochtones, qui vont vous amener voir des artisans qui fabriquent des produits d'artisanat, etc. Maintenant, encore dans les territoires du Nord, le territoire du Nord-Ouest, qui est, à mon sens, un endroit à faire rêver. Le slogan du territoire du Nord-Ouest, c'est la capitale des aurores boréales. Ils ont des aurores boréales en moyenne 320 jours sur 365. Donc, évidemment, c'est de la nature sauvage. Je peux pas vous le garantir, mais si vous allez à l'observation des aurores boréales dans les territoires du Nord-Ouest et que vous n'en voyez pas, vous êtes vraiment malchanceux. Sur le territoire du Nord-Ouest, nous avons Aurora Village dans la région de Yellowknife qui offre de l'hébergement en tipi et ils ont développé une espèce de siège amovible qui pivote sur 365 degrés qui a été bâti sous le concept des traîneaux à chiens et vous êtes dans une espèce de bulle chauffée vitrée où toute la nuit, vous pouvez vous coucher, en fait, et observer les aurores boréales. Donc, c'est vraiment une activité unique. Sur place, ils font aussi de la dégustation de mets traditionnels. Donc, les repas sont faits à base de bison, de wapiti, de cerf. Également, pendant la journée, vous pouvez faire de la motoneige, de la randonnée pédestre, de la location de raquettes, de la pêche sur glace. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec Aurora Village. Et pour les plus aventureux, vous avez North Star Adventures. Donc, North Star Adventures, eux aussi offrent de l'observation des aurores boréales, mais à North Star Adventure, en fait, ce sont des chasseurs d'aurores boréales. Donc, contrairement à Aurora Village, vous êtes sur un site statique. À cet endroit, en fait, avec les guides donnés qui ont, je dirais, 50 000 ans d'expérience de génération en génération de chasse aux aurores boréales, eh bien, ils vous transportent sur le territoire et selon où sera la tempête solaire à son plus fort, eh bien, on vous y apporte, vous aidez les guides à monter les tentes traditionnelles et en pleine forêt, en pleine nature, vous faites l'observation des aurores boréales. Ça s'adresse vraiment à des petits groupes de 7-8 personnes. Vous apprenez la langue et l'histoire autochtone de la région. Donc vraiment une expérience unique pour les gens aventureux. Et
là, si vous voulez, je dirais l'aventure la plus extrême des territoires du Nord-Ouest, eh bien, à Inuvik. Inuvik, c'est le dernier village des territoires du Nord-Ouest. Donc, après ça, c'est le Nunavut, puis après ça, c'est la Russie. Donc, vous êtes vraiment dans le Grand Nord canadien. Et comme vous voyez sur la photo, voici ce à quoi ressemble une heure de pointe dans le Grand Nord canadien. Donc, entouré de caribous. Avec Tundra North Expeditions, en fait, vous devenez des gardiens des caribous. Donc, dans les années 70, le caribou migrateur était en plein déclin. Et les communautés inuites, pour qui encore le caribou est une denrée vitale, je dirais, pour leur survie, parce qu'il faut savoir que dans le Grand Nord, compte tenu des coûts de transport, les aliments transformés, ce qu'on connaît, vous et moi, dans les épiceries, eh bien, ils se font rares et lorsqu'ils sont disponibles, ils sont excessivement chers. Donc, les Inuits vivent encore énormément de la chasse, de la cueillette et de la pêche dans ces territoires. Et en fait, vous devenez le gardien des caribous, c'est-à-dire que vous partez avec des guides en motoneige et vous gardez les troupeaux un peu comme un gardien de moutons finalement, mais vous gardez le troupeau de caribous à proximité du village. Comme ça, ben, si un membre de la nation, si un aîné a faim, ben, ils peuvent se déplacer et chasser un caribou. Ce ne sont pas les caribous migrateurs justement pour aider à la croissance du caribou migrateur. Dans les années 70, les territoires du Nord-Ouest ont importé des rennes de Laponie. Donc, ce sont des rennes, c'est pourquoi ils ne migrent pas et qu'on est capable de les garder à proximité du village. Et évidemment, vous êtes avec des Inuits, donc vous apprenez une foule d'activités. Vous allez construire une igloo avec les Inuits, vous pouvez séjourner dans l'igloo, vous avez du chien de traîneau, vous allez déguster évidemment les repas traditionnels, mais évidemment le caribou et bien d'autres, et l'observation de la faune. Écoutez, vous pouvez difficilement être dans des territoires plus sauvages que Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest. Maintenant, je nous déplace un peu plus au sud, dans la région de l'Alberta. Donc, en Alberta, vous avez une expérience qui s'appelle Métis Crossing. Métis Crossing est situé à 1h30 de la ville d'Edmonton, donc 1h30 au nord-est de la ville d'Edmonton, et c'est la découverte des peuples métis. Donc, les Métis, ils sont reconnus au Canada comme une nation distincte en raison de l'histoire de Louis Riel, qui a commencé vers la fin du 19e siècle dans la région du Manitoba. Donc, les Métis, en fait, se sont soulevés contre le Canada lorsqu'ils construisaient le fameux chemin de fer transcanadien. Qui partait finalement de l'extrême est du Canada pour se rendre à l'extrême ouest. À travers ce chemin de fer, eh bien, le gouvernement détruisait les villages autochtones, tuait les bisons pour justement affamer les Autochtones et les forcer à déménager d'endroit pour s'assurer de faire passer le village. Au 19e siècle, eh bien, il y a un groupe de Métis, donc issus de colons européens et d'Autochtones qui se sont soulevés et se sont battus contre le gouvernement canadien. Et à son chef, eh bien, était Louis Riel, qui malheureusement a été pendu à l'époque par le gouvernement. Suite à plusieurs débats de société, les Métis, donc jusqu'à un certain niveau de métissage, est reconnu comme une nation au Canada, et c'est ce que vous apprenez en fait avec Métis Crossing et bien plus. Donc c'est un centre d'interprétation, mais c'est un centre d'interprétation avec des activités très participatives. Donc sur place, vous allez faire des ateliers d'artisanat, vous allez participer à des contes et légendes, vous allez faire de la raquette à neige. Vous pouvez séjourner dans une vraie tente de trappeurs comme elle était dans les années 1900. Cette activité, je le propose énormément pour les familles. Donc, ceux qui visitent l'Ouest canadien, qui s'en vont dans la région de Jasper, par exemple,
qui sont les grands champs, en fait les ice fields, pardonnez-moi l'anglicisme. Eh bien, un petit arrêt là, à Métis Crossing, à mon sens, est obligatoire. Et si on se dirige un peu plus au sud de l'Alberta, nous avons dans la région de Canmore, dans les Rocheuses, donc à côté de la fameuse ville de Banff, qui est un arrêt quasi obligatoire pour tous les circuits qui passent par l'Ouest canadien, eh bien, vous avez une activité qui s'appelle Marie Trails. Donc, Marie Trails, en fait, ils offrent des ateliers sur les herbes médicinales. Donc, vous faites des randonnées à travers les montagnes avec des guides autochtones qui vous en apprennent sur les plantes, les arbres, les bourgeons, les racines que l'on utilisait pour notre médecine traditionnelle. Ils ont également un séjour de 2 jours en forêt où on apprend les bases de survie en forêt et en région montagneuse. Donc, pour encore une fois, les plus aventureux, la survie en forêt peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, on se déplace plus à l'est, donc dans la région de la Saskatchewan, les Grandes Prairies. La Saskatchewan, qui est encore une fois une destination peut-être moins connue du Canada, un peu moins populaire, mais très riche en culture, très riche en gastronomie également. Donc, si vous voulez sortir des sentiers battus, sortir des circuits traditionnels canadiens, la Saskatchewan peut être un endroit vraiment intéressant à découvrir. Et près de la ville de Saskatoon, nous avons un village qui s'appelle Winooskirin Heritage Park, où vous pouvez séjourner dans des tentes traditionnelles, où on vous présente des spectacles de danse traditionnelle. Il y a des ateliers d'art et d'artisanat, et vous séjournez en tipi dans un parc en fait là, naturel, où à l'époque vivaient les bisons des prairies. Et d'ailleurs, ces bisons qui étaient quasi extincts, en fait, qui étaient en extinction à travers l'Amérique du Nord, présentement sont, grâce à des efforts de conservation, sont de retour. Donc, le bison sauvage, tranquillement, est de retour. Encore une fois, il est très rare, mais qui sait, vous pouvez avoir la chance d'observer ces bisons brouter dans les grandes plaines. Maintenant, le nord du Manitoba. Vous avez la ville de Churchill. Churchill, c'est une destination en elle-même. Donc, Churchill, en fait, on la nomme la capitale des ours polaires. Donc, c'est l'endroit qui est sur le bord de la baie d'Ongava. Et c'est un endroit où il y a énormément de phoques qui vont converger à l'automne et au début de l'hiver. Donc, c'est un endroit où les ours polaires vont se regrouper pour chasser le phoque. Donc, plusieurs expéditions sont offertes pour l'observation de l'ours polaire. Et nous, en fait, on a une activité, on a le plus grand chenil de chiens de traîneau au Canada qui est situé, qui s'appelle Wapusk Adventure. Donc, Wapusk, c'est Dave Daly, un métis en fait du nord de l'Alberta, du nord du Manitoba, qui, après avoir travaillé près de 35 ans en aviation, lorsqu'il a pris sa retraite, il a décidé de se consacrer à 100% à sa passion, c'est-à-dire les chiens de traîneau. Cet homme est absolument fascinant. Il a traversé le nord du Canada, pas une, pas deux, mais bien 4 fois avec son attelage de chien de traîneau. C'est un aventurier comme pas un, et il vous raconte ses aventures lorsqu'on séjourne en tipi et qu'on part en chien de traîneau. Leur activité la plus populaire, en fait, on peut combiner observation des ours polaires en journée, et en fin de journée, on fait Get Your First Mile, c'est-à-dire qu'on fait 1 mile avec ses chiens de traîneau, avec ses huskies, sur les territoires du nord du Manitoba. Donc voilà, je vais prendre une petite pause et je vais vous laisser le temps de poser vos questions sur l'ouest du Canada. Oui, hein. Écoute, on en a une sur le temps de la présentation. On a Delphine qui nous demande: ces excursions sont ouvertes à partir de quel âge pour les familles avec enfants? Là, on parle de quelle excursion exactement? Parce que je veux juste... j'ai parlé de plusieurs.
Bah, à mon avis, je crois que c'est en général, hein, sur les excursions que tu as proposées en général, s'il y a un minimum d'âge. Écoutez, c'est variable d'une excursion à l'autre. Je vous dirais, normalement, les enfants sont acceptés à bord des bateaux, par exemple. Je prends l'observation des grizzlies et tout ça à partir de 5 ans. OK. Pour simplement une question là, de sécurité et d'assurance. OK, à partir de 5 ans. OK, parfait. N'hésitez pas à continuer à nous mettre vos questions dans le chat. Voilà, oui, je pense que c'était ça. Delphine nous dit merci. Donc, voilà. Donc, à partir de 5 ans, vous pouvez vous inscrire pour ces excursions sans problème. Alors, évidemment, oui, ça dépend. Quand tu as eu les hôtels et ce genre de choses, ben, là, on n'a pas vraiment de restriction d'âge, pour ainsi dire. Voilà. Mais oui, c'est vrai que les excursions où on est soit en bateau avec des motoneiges ou ce genre de choses, là, oui, on va avoir des restrictions d'âge, évidemment. Oui, ben en fait, là, pour les motoneiges, c'est un peu plus restrictif. Donc, les motoneiges, il n'y a pas une limite d'âge, c'est une limite de grandeur. Donc, les enfants doivent être en mesure de toucher au marchepied et par expérience, on parle d'un enfant normalement de 11 à 12 ans. Bien, bien. Si vous avez d'autres questions sur l'Ouest, n'hésitez pas. Continuez à nous les poser dans le chat. Et à la limite, je te propose qu'on passe de l'autre côté. Voilà, on passe de l'autre côté dans la région de l'Ontario. Donc, beaucoup de vols internationaux de la Belgique vont atterrir depuis Toronto. Donc, si vous partez de Toronto, vous partez vers le nord à la découverte des Grands Lacs, qui sont parmi les plus grands étendues d'eau douce au monde. Ce sont pas des lacs pour les avoir traversés, c'est des mers intérieures, c'est immense. Pour vous donner une idée, le lac supérieur, à traverser en voiture, il prend une journée complète, donc de 8 heures le matin à 17 heures le soir, en roulant à 110 km/h. Donc, pour traverser un lac. C'est immense. Nous avons, en fait, au nord de Toronto, à environ 6 heures de voiture au nord de Toronto, l'île Manitoulin. Donc, l'île Manitoulin, elle est enclavée par le grand lac Huron. Le lac Huron, en été, le lac Huron offre des baignades. C'est un lac avec les eaux turquoises. Donc, il y a du canot camping qu'on peut faire à cet endroit. Il y a de la location de tipis, donc on peut séjourner en tipi. Et sur l'île Manitoulin, on a plusieurs activités, visites historiques, art et artisanat, danse traditionnelle, et j'en passe. Vous pouvez même aller à la pêche au saumon sur le Grand Lac Huron et cuisiner vos prises par la suite en camping. C'est vraiment une île qui est très familiale en été. Beaucoup de familles de Toronto vont s'y déplacer pour des visites. Donc, j'avais des questions plutôt sur les voyages familiales. Définitivement, l'île Manitoulin peut être une destination à considérer. Ensuite, sur l'ouest de l'Ontario, donc souvent pour ceux qui vont faire un combiné Ontario-Manitoba, qui encore une fois est un itinéraire plus alternatif, vous avez Voyageurs Wilderness Program, qui encore une fois raconte l'histoire des nations métisses à travers de l'écotourisme. Donc, ils ont du canot, pêche, canot camping, contes et légendes, ornithologie, sur des lieux sauvages, des étendues incroyables, parce que c'est une région du Canada qui est très peu peuplée. Donc, vous pouvez découvrir la vraie nature sauvage de l'Est du Canada à travers Voyageurs Wilderness Program. Ensuite, je nous déplace à Québec, donc seule province francophone du Canada, dans la fameuse nation Huron-Wendat, dont Gérald a fait l'introduction tout à l'heure. Donc, Wendake, c'est ma nation d'origine. Moi, j'ai commencé ma carrière en tourisme. Je travaillais pour ces expériences-là.
Donc, la nation Huron-Wendat a décidé vraiment de faire du tourisme l'un des fers de lance de leur économie, d'utiliser le tourisme justement pour cette réappropriation culturelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vraiment, sur place, vous avez une foule d'activités. Souvent, je suggère au moins 2 nuits lorsque vous séjournez à Wendake. Surtout que vous êtes à 15 minutes du centre-ville de Québec. Donc, si vous voulez combiner Vieux-Québec, c'est possible de le faire facilement. En été, normalement, ils ont également une navette qui fait Wendake, Vieux-Québec pour ceux qui ne veulent pas faire de location de voiture. Donc, c'est possible de le faire. Vous avez un musée, donc le musée Huron-Wendat, qui offre des visites guidées. Je dirais qu'il va beaucoup plus en détail sur l'histoire et la culture Huron-Wendat. Le site traditionnel Huron, Onua-Shetekwe. Donc, le site traditionnel Huron, lui, pour les familles, c'est absolument génial puisque les guides sont costumés avec l'habit traditionnel et c'est la reconstitution d'un village autochtone d'antan. Donc, pour l'avoir fait plusieurs fois avec les familles, je peux vous dire, les enfants ont les yeux grands comme ça. Je me rappelle justement ton fils, Gérald, qui était sans mots, je dirais, à l'époque, lorsqu'il a visité. Ensuite, vous avez l'atelier d'artisanat, donc plusieurs ateliers d'artisanat, et vous avez une maison longue. La maison longue était l'habitat traditionnel des Wendat avant l'arrivée européenne, où vous avez des contes et légendes que vous pouvez découvrir en soirée. Donc, plusieurs forfaits à découvrir. Encore une fois, comme on parlait, Gérald connaît très, très bien l'expérience. Donc, il pourra certainement bien vous conseiller sur Wendake. Maintenant, écoutez, le parc Nunavik, là, c'est l'expérience ultime, c'est le Grand Nord canadien, c'est la visite avec les Inuits. C'est un territoire, pour vous donner une idée de grandeur, c'est un territoire grand comme la France, où on y retrouve 15 000 habitants. Donc, la nature est vraiment à son paroxysme. On voit observation du bœuf musqué, observation des caribous, ours polaires, morses, baleines. Ils ont des parcs nationaux immenses. Donc, c'est une exploration Grand Nord comme pas une. Il n'y a pas de route qui s'y rend, donc on ne peut s'y rendre qu'en avion. Le coût d'accès est très dispendieux. Donc, c'est un voyage d'excursion qu'on fait une fois dans une vie, je vous dirais. Normalement, pour vous donner une idée quand même de tarifs, une semaine dans les parcs Nunavik, on parle de 10 à 12 000 mais vraiment, vous êtes sur un autre planète. Moi, je le conseille souvent à mes collègues québécois d'aller à la découverte du Grand Nord. Lorsqu'ils me disent, moi, je veux aller en Inde, par exemple, pour avoir un choc culturel, je dis, ben, pourquoi se déplacer aussi loin? Si vous voulez un choc culturel, je vous invite à aller visiter les territoires du Grand Nord avec la culture inuit. Vous allez avoir ce fameux choc tout aussi impressionnant que les visites en Inde. Ensuite, au Québec, vous avez également la nation Innu à Esipit. Esipit, c'est situé à l'est de Tadoussac. Donc, Tadoussac, c'est la capitale des baleines. En été, il y a 12 sortes, en fait, 12 types de baleines qui vont converger dans le fleuve Saint-Laurent pour se nourrir. C'est vraiment un site nourricier exceptionnel pour les baleines. Et sur place, avec les guides Innu, vous avez des croisières aux baleines. Vous pouvez partir en kayak de mer, observation de l'ours polaire. Vous avez plusieurs types d'hébergements pour tous les goûts, tous les budgets. Vraiment, Esipit, c'est l'endroit d'exception, je dirais, pour l'observation des baleines. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont situés à 23 km à l'est de Tadoussac. Donc, l'est Tadoussac, en été, c'est une destination extrêmement populaire à la fois pour les Québécois et pour les visiteurs internationaux. Donc, ça devient c'est un petit village de 4000 habitants normalement qui se transforme en immense village de 25 000 habitants en été.
avec tous les touristes. Donc là, si vous voulez justement avoir la paix, sortir un petit peu de ce site hautement touristique, c'est exactement ce que Escipit a à offrir. Et vous pouvez combiner tout ça avec différentes aventures d'observation de la faune. Donc, je le suggère chaudement. Et là, je nous dirige dans les provinces atlantiques, donc avec la fameuse culture Micmac, nations qui ont été les premiers à rencontrer les colons européens à leur arrivée. Pour eux, qui ont dû accueillir Jacques Cartier et ses troupes après des mois de bateaux sans douche. J'ose même pas imaginer l'odeur lorsqu'ils sont arrivés sur les berges du Saint-Laurent. Eh bien, c'est ces Micmacs qui les ont accueillis, qui les ont guéris, qui les ont soignés. Et malheureusement qui se sont fait coloniser par la suite. Et c'est ces histoires que vous allez découvrir avec Metapenagia Heritage Park, donc qui est un parc où on a fait des découvertes historiques du peuple Micmac. Donc, vous avez des randonnées pédestres, des visites culturelles. Vous avez un hébergement aussi en pourvoirie. Vous avez un hébergement dans le Red Bank Lodge. Parce que Metapenagia, en fait, il faut savoir, ils sont situés sur une rivière à saumon qui était jadis très productive. Et au 19e et même début 20e siècle, les rivières avaient été privées, en fait, étaient devenues privatives et avaient été vendues à de riches industriels américains. Donc, à cette époque, les Premières Nations étaient chassées. Même il y a eu ce qu'on appelle la guerre du saumon à cet endroit où vraiment il y avait des Autochtones qui se faisaient tirer dessus par les Américains pour ne pas aller chercher du saumon dans la rivière, pour que les touristes américains puissent pêcher le saumon. Donc, on vous raconte toute cette histoire-là, mais en fait, la finalité de cette histoire-là, elle est belle puisque les Micmacs ont repris le contrôle de leur rivière. Ils ont repris le contrôle du Salmon Lodge, donc de la pourvoirie qui avait été bâtie par les Américains. Et maintenant, ils y font de l'hébergement touristique. Voilà la nation qui a repris ses droits sur ses terres ancestrales. Et l'île du Prince-Édouard, donc si vous allez encore une fois à l'extrême est du pays, vous pouvez découvrir Lennox Island, en fait, où ils ont des ateliers d'artisanat pour la famille et des petites visites de l'histoire culturelle des Micmacs de l'île du Prince-Édouard. C'est ce qui conclut ma présentation. Si vous avez des questions en général ou sur l'Est du Canada, ça va me faire plaisir d'y répondre. Voilà, oui, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'en vois une ici. On nous demande qu'en est-il de l'Iditarod. Mais par contre, je pense, si je ne me trompe pas, que l'Iditarod, c'est cette fameuse course de chiens de traîneau, mais qui a lieu en Alaska. Donc là, je ne sais pas quelle est exactement la question. Oui, c'est ça. C'est pas une course canadienne, c'est une course américaine. Quoique, je crois qu'il y a une portion de la course qui passe par le Yukon, mais malheureusement, je ne suis pas assez calé en course de chien de traîneau pour vous répondre plus que ça. Bien. Alors, je vous ai mis dans le chat également le site de Destination Autochtone pour que vous puissiez aller faire un petit tour et voir un petit peu ce qui est proposé. Il y a vraiment beaucoup d'expériences. Vous allez voir, moi il y en a plusieurs que je recommande assez régulièrement, que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer votre demande par mail, en message privé sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions ici sur l'Est, n'hésitez pas aussi. On est encore là pendant quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Bien. Hop. Voilà. Ben,
pas de questions. Je trouve que cette présentation de nos... Eh ben super, ben merci beaucoup. Merci JM et j'espère bien pouvoir vous accueillir au Canada lorsque nos frontières vont réouvrir. Écoutez, comme Gérald disait, en fait, on n'a pas encore de date définitive sur l'ouverture des frontières. Ceci dit, chez nous, la vaccination va bien. Nous avons maintenant 72% de la population qui a été vaccinée de la première dose et on est présentement dans la deuxième dose où on a 16 ou 18%. Mais bon, on nous promet par les autorités gouvernementales qu'au moins 70% de la population aura ces 2 doses d'ici la mi-juillet. Donc, on l'espère grandement que d'ici septembre, nos frontières puissent réouvrir et qu'on puisse vous accueillir à nouveau. Ben oui, écoute, je l'espère aussi. Hein. Je crois que c'est un petit peu comme chez nous, la vaccination continue son bonhomme de chemin, comme on dit. Hein. Et j'espère qu'on pourra très vite revenir et redécouvrir ce superbe pays que j'aime beaucoup. Voilà, moi... Je sais pas vous, moi ça m'a vraiment donné envie de revenir. En tout cas, merci Jason pour cette découverte. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'être venu un samedi. Hein, c'est pas toujours évident, surtout après une victoire des Canadiens. Je vais aller chercher un second café. Eh bien voilà, je vois que il y a encore quelques questions qui sont en train d'être écrites, qui vont nous arriver. Ah ben voilà, oui, merci. Eh ben super, super. Oh, Tiawang, Delphine qui connaît le merci dans ma langue traditionnelle, donc. Eh oui. Bah, écoute, je me demande si je ne l'ai pas mis l'autre jour, hein, puisqu'il y a 2 mots que tu m'as appris au début. C'était bonjour. Oui. Voilà, et merci. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours sympa. C'est vrai que quand je viens, j'aime toujours bien d'essayer de découvrir et d'avoir des petits mots comme ça. Hein, c'est toujours sympa. Donc, eh ben voilà. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. Le replay, si vous avez eu des soucis de connexion, va suivre sur mes différentes plateformes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine fois et j'espère qu'on pourra le faire en présentiel. En tout cas, il y a pas mal de surprises qui se préparent pour la rentrée, vous allez voir. On ira notamment découvrir les États du Sud, on se fera un petit souper spécial Utah et nous aurons l'occasion de découvrir encore pas mal de lieux aux États-Unis et au Canada. Voilà, je vous remercie. Merci Jason et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.